Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du 14 février, une date importante au calendrier. Bonne Saint-Valentin. Donc, aujourd'hui, on va siéger en l'absence de Mme Gina Lheureux et de M. Yannick Bérubé, des absences motivées. M. Desbiens, Mario, devrait se joindre dans quelques minutes. Le projet d'ordre du jour que vous avez en main, il y a les gens dans la salle. Donc, au point 3, nous verrons l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier dernier. Au point 4, dans mes messages, à 4.1, bien vivre et vieillir chez soi. À 4.2, les journées de la persévérance scolaire. À 4.3, le CNM évolution. Et à 4.4, l'anneau de glace. Au point 5, dans les travaux publics, à 5.1, le rapport du conseiller M. Foster. Ce sera suivi à 5.2 de plan d'intervention des infrastructures municipales pour donner un mandat et à 5.3 de stationnement pour les services de santé. Au point 6, en incendie, à 6.1, le rapport du conseiller M. Foster, suivi à 6.2 de démission de pompiers, à 6.3 d'engagement de nouveaux pompiers et à 6.4 le rapport annuel du schéma de couverture de risque en incendie. Au point 7, en loisirs et sports, je ferai le rapport de la conseillère Mme Lheureux en son absence. À 7.2, une soumission pour achat d'un camion. À 7.3, soumission pour des projecteurs Bell pour le terrain de baseball. À 7.4, soumission pour réfection de la piscine. À 7.5, des travaux au parc Charles-Lapointe. Au point 8, en développement économique, à 8.1, le comité de vigilance Manicouagan-Haute-Côte-Nord et à 8.2, coquillage nordique. Au point 9, en développement culturel et social, le rapport de la conseillère Mme Joanne Gagnon. Ce sera suivi à 9.2 de la salle de spectacle, à 9.3. Non, ça ne sera pas long. Parce que tu n'as pas l'ordre du jour. À 9.3, le regroupement pour un Québec en santé. À 9.4, municipalité alliée contre la violence conjugale. Au point 10, en aménagement et urbanisme, à 10.1, le rapport du conseiller M. Desbiens. Ce sera suivi à 10.2 du rapport des permis de rénovation et de construction. À 10.3, la revitalisation de la première avenue. Et à 10.4, état de situation de l'Arboréduc. Au point 11, en développement touristique, le rapport de M. Desbiens. Au point 12, en administration, rapport de la mairesse. À 12.2, approbation et paiement des comptes. À 12.3, les autorisations de déplacement. À 12.4, les demandes d'aide financière d'organismes. À 12.5, les cartes Desjardins. À 12.6, une exemption de taxes pour golf et loisirs Forestville. À 12.7, l'UMQ pour un programme d'assurance pour les organismes à but non lucratif. Et à 12.8, recouvrement de comptes à recevoir. Au point 13, dans les actes législatifs, un avis de motion pour un règlement d'emprunt. Est-ce que ça vous va comme ordre du jour? Oui, je propose l'acceptation de l'ordre du jour. Proposé par M. Racine. Je prends note. La séance ordinaire, donc le procès-verbal, séance ordinaire du 10 janvier. Je rappelle que les procès-verbaux sont toujours déposés en séance de travail, donc le lundi précédent, donc hier soir, pour lecture et correction par les membres du conseil, afin d'être dispensés d'en faire la lecture intégrale. Est-ce que ça vous convient toujours? Oui. Proposition pour l'adoption de ce procès-verbal? Propose. Proposé M. Foster. Au point 4, dans les messages de la mairesse, dans le bien vivre et vieillir chez soi, premièrement, je voudrais présenter à la population ici une plaque reçue à la ville de Forestville qui vient confirmer l'engagement de la ville en faveur de l'amélioration des conditions de vie de ses aînés, signé par la ministre. Alors, le bien vivre et vieillir chez soi dans sa communauté, c'est une politique gouvernementale sur le vieillissement. Et l'élément central de cette politique de vieillissement, c'est de maintenir les aînés dans leur milieu de vie le plus longtemps possible, bien sûr dans les conditions favorables. Les conditions étant bien sûr des services de soutien et la participation des aînés à la vie de leur communauté.
Alors, je rappelle d'ailleurs que Forestville est reconnu MADA, donc Municipalité Amie des aînés, et que déjà la ville est impliquée dans plusieurs secteurs d'activité, plusieurs secteurs de services, donc pour les aînés, que ce soit en habitation, donc le HLM, Villa Forestville, etc., des services de santé, des services d'entraide aussi dans la communauté. Et en fait, par cette plaque, c'est que Forestville, avec plusieurs autres municipalités, plusieurs organismes, donc reçoit cette plaque-là de son engagement à poursuivre des actions au bénéfice des aînés. Alors, nous allons l'afficher fièrement à l'Hôtel de Ville. À 4.2, les journées de la persévérance scolaire, c'est cette semaine, donc du 13 au 17 février, c'est les journées de la persévérance scolaire. Et la Ville, aujourd'hui, veut exprimer son soutien à cette cause de la persévérance scolaire. D'ailleurs, nous portons le ruban vert, Joanne et moi. Ce ruban symbolise l'espérance et la jeunesse. Et le blanc de ce ruban, c'est le développement, la communauté qui s'implique pour le développement des jeunes. Alors, ces journées consistent à rappeler l'importance de la persévérance scolaire, l'importance de la diplomation. Et il y a déjà quelques mois, quand on a annoncé fièrement la réfection, l'amélioration, entre autres, des locaux du centre de formation collégiale, bien, c'était une des mesures sur lesquelles on a dit, bien, c'est inciter nos jeunes à poursuivre leurs études, à y revenir, même si nécessaire, donc dans la persévérance scolaire. Alors, nous témoignons de l'importance donc de ce sujet dans les journées de cette semaine. À 4.3, le CNM Évolution, je veux donner un état de situation parce que j'ai eu un échange téléphonique avec M. Hilaire Journeau. M. Journeau, c'est le propriétaire du Traversier, qui a confirmé, hors de tout doute, son intention de reprendre le service dès le printemps, aux dates approximatives où la glace lui permettra, ou le fleuve lui permettra. Mais donc au printemps, il compte vraiment reprendre le service et il confirme qu'il travaille actuellement sur la réfection, la réparation donc de la mécanique du bateau pour une mise en état qui reprenne le service tel que prévu. Alors à moins de vent contraire, M. Journeau confirme et est tout à fait du même avis que ce lien maritime est de grande importance entre Rimouski et Forestville et que ses intentions sont d'être au rendez-vous dès que le fleuve le permettra. Alors, c'est une bonne nouvelle. Les citoyens étaient inquiets de la possibilité de non-retour. Nous avons, autant du côté de Rimouski, avec mon collègue Éric Forêt à l'époque, nous avons fait des démarches dans le cadre de la stratégie maritime aussi pour que ce lien maritime soit reconnu et soit supporté financièrement par le gouvernement. Alors, M. Hilaire confirme qu'il a toute intention d'être au prochain rendez-vous. À 4.4, pour l'anneau de glace, bien, l'anneau de glace est prêt depuis la fin janvier. La glace est belle, le circuit est sécuritaire. Il y a eu un panneau qui a été affiché aussi pour rappeler des consignes de sécurité à l'utilisation. On a reçu des classes scolaires déjà. On a environ une quinzaine de jeunes qui alternent autant avec la patinoire intérieure que la patinoire sur la glace extérieure. Bien sûr que j'espère que la température va rester avec nous pour que la semaine de relâche permette vraiment un meilleur grand achalandage. Et je rappelle que c'est un projet pilote pour la ville, donc il nous restera à voir, selon l'achalandage, selon les besoins exprimés par la population, peut-être une meilleure installation pour l'an prochain. C'est le test qui est en train de se faire, qui, à venir jusqu'à maintenant, quelques difficultés au départ dues à la température, sur laquelle on n'a pas grand contrôle personne, mais présentement, donc, la glace est belle et l'utilisation à l'heure actuelle est aussi excellente. Voilà, c'était les messages. J'y reviendrai sur certains sujets en cours d'ordre du jour. Au point 5, maintenant, donc, dans les travaux publics, je cède la parole à 5.1 pour le rapport du conseiller, M. Foster. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde.
On va vous donner quelques réalisations qui ont été faites par les travaux publics pour le mois de janvier. Il y a eu les travaux sur la barrière mécanique à l'entrepôt de la route maritime. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on en avait parlé en novembre, en décembre et en janvier. Les travaux sont complétés. Le contracteur nous disait qu'on était en faute, mais en réalité, il est venu, puis c'est lui qui est en faute. Fait qu'il a arrangé ce qui était brisé, puis là, elle est fonctionnelle. Tout fonctionne très bien, puis les gens qui l'utilisent, ils ont seulement qu'à peser une manette, les pèsent sur un piton, puis elle se ferme automatiquement, elle se barre automatiquement. Puis c'est la même chose pour la réouvrir. Ensuite, on a fait les réparations de bris d'aqueduc au 73 route 138 ouest. Ça, c'est en face de la bâtisse des agents de conservation de la faune. Il y a eu un bris d'eau le 29 janvier. Ça a été réparé dans la même journée. Ensuite de ça, on a eu les déneigements de la toiture, en partie de l'hôtel de ville ici, du kiosque d'information touristique complété à l'Arena. À l'Arena, là, il y a tellement tombé de neige qu'on est quasiment prêt à y retourner. Il y a encore 4 pieds de neige sur le top. Ça fait que... Puis on est juste en février, ça fait probablement qu'on va être obligé d'y retourner encore une autre fois cette année. Changement aussi de l'analyseur de chlore et du pH à la station de distribution. Ensuite, on a réussi à conclure le dossier de l'eau potable avec le MDD-LECC. La ville de Forestville est maintenant conforme selon leur réglementation. Et ça, c'est un problème qu'on avait. On avait de la misère à se mettre conforme avec nos installations à station de pompage. Et puis là, on est correct. Le ministère nous dit la ville est actuellement conforme avec les règlements du ministère du Développement durable, Environnement et lutte contre les changements climatiques quant à la gestion de son eau potable et usée. L'augmentation des normes et des suivis pour la production de l'eau potable, la gestion des eaux usées combinée avec la problématique des ressources humaines ont fait que la Ville avait pris du retard dans ses obligations avec le ministère. L'embauche d'une firme spécialisée, la modification de nos équipements, les entretiens de base et la vigilance du personnel maintenant en place nous a finalement permis de remplir nos obligations environnementales. D'autres défis nous attendent pour 2018, soit l'application de la nouvelle réglementation sur la gestion des eaux usées. D'une année à l'autre, il y a toujours de la réglementation qui change, il faut s'ajuster à ça. Mais pour l'instant, on est conforme en eau potable et en eau usée. C'est tout pour vous, Mme la maire. Merci, M. Foster. À 5.2, plan d'intervention des infrastructures municipales pour un mandat. Il est résolu de mandater la firme Assini Conseil de Québec pour réaliser la mise à jour du plan d'intervention des infrastructures municipales pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées. Il est également résolu d'accepter l'offre de service 2016-01-175-2 du 27 janvier dernier au montant de 20 200 $ plus les taxes applicables. Alors, le plan d'intervention, c'est absolument obligatoire. Ça vient déterminer les priorités que doit se donner la Ville, soit par l'âge de son réseau ou par des bris de son réseau. Ça devient donc des priorités d'intervention et nous devons, avec une firme conseil, donc adopter un plan de priorité pour que ces priorités-là deviennent susceptibles d'avoir des subventions pour les communes. Dans la TEC, la taxe d'assises, qui concerne les conduites, c'est disponible à la condition d'avoir un plan d'intervention adopté, dûment élaboré par les ingénieurs, qui vient donner les priorités d'intervention sur les conduites de la ville. Alors, le plan avait été fait en 2009 et la mise à jour est absolument nécessaire et ça presse. Habituellement, la mise à jour, le gouvernement demande que ça soit fait aux 5 ans. Alors, il faut qu'on procède au cours de la prochaine année avec une firme professionnelle dans le domaine, donc pour établir nos priorités et les rendre accessibles au financement. Donc, par résolution proposée, M. Foster. À 5.3, le stationnement au service de santé. Alors, depuis déjà plusieurs semaines, la population interpelle entre autres la Ville, mais aussi le centre de santé par rapport au stationnement des gens qui ont besoin de services de santé. La semaine dernière, plus précisément, c'est jeudi le 9,
M. Foster et moi-même, nous avons eu un échange avec la personne qui est responsable des bâtiments du CIS, donc Mme Rina Gagnon. Nous avons reprécisé à nouveau à Mme Gagnon que les citoyens s'adressaient à la Ville pour dénoncer le manque d'espace de stationnement, mais qu'en réalité, le problème et les solutions relèvent du secteur de la santé, c'est-à-dire c'est leur responsabilité de donner accès à leurs propres services. Alors, on a rappelé que pour nous, la Ville, nos responsabilités municipales, on les avait assumées par la sécurité des citoyens qui est réclamée sur ces rues, parce que les stationnements se faisaient évidemment dans les rues, parfois même dans les entrées des citoyens. Alors, les citoyens ont réclamé qu'on assure la responsabilité au niveau de la sécurité. On avait aussi des problèmes avec le déneigement. Le déneigeur devait aller 4-5 fois, parfois même de nuit, pour être capable effectivement de faire son travail, parce qu'il y avait toujours des autos dans les gens, mais on n'a pas voulu évidemment procéder par remorquage. On a amené d'éléments de compréhension à ce niveau-là. Et la collecte des matières résiduelles. Alors, quand il y a des autos en avant, ben, le bras du camion ne pouvait pas se rendre à la poubelle. Alors, dans ce sens-là, on a rappelé que nous, on a assumé les responsabilités municipales à cet effet-là, en mettant une période, donc, de non-stationnement dans les rues. Et nous avons offert au centre de santé la collaboration de la Ville dans la recherche de solutions pour améliorer les espaces de stationnement. Mme Gagnon nous a précisé quand même, lors de cet échange-là, que le stationnement était redevenu gratuit, parce qu'on sait qu'il y a eu un épisode où le stationnement en bas du CLSC était payant. Alors là, le stationnement est redevenu gratuit. Donc, les espaces d'en bas peuvent être aussi utilisés. On comprend qu'il faut marcher pour monter jusqu'en haut. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, dépendant de leur état de santé. Et on a aussi donc compris que le stationnement d'en haut, on va s'exprimer comme ça, mais en fait, il y a 18 cases de stationnement dits réguliers et il y a 2 espaces pour les personnes à mobilité réduite. Alors, on a exprimé clairement, Mme Gagnon, que ça apparaissait, les citoyens en font eux-mêmes le propre décompte et jugent que c'est insuffisant, à des moments précis d'ailleurs dans la journée, les laboratoires le matin, etc. Et on a offert de travailler avec le centre de santé pour trouver des solutions, agrandir le stationnement, enfin, bon, toute solution qui pourrait être apportée. Et on a demandé qu'il y ait des solutions pour l'hiver prochain, de façon formelle. Parce qu'il n'y a pas une semaine où on n'est pas interpellé par la population qui vit ces difficultés-là, et on les comprend, et on va tenter avec le centre de santé de dénouer aussi cette problématique. Voilà. Au point 6 maintenant, j'allais aborder le bloc concernant les incendies. Donc à 6.1, M. Foster, votre rapport, s'il vous plaît. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Je vais vous donner le bilan des activités 2016 pour le service d'incendie de Forestville, qui comprend les municipalités de Colombier, aller jusqu'aux Escoumins. Je vais vous donner les événements par municipalité. À Colombier, il y a eu 13 événements. À Forestville, 35. À Portneuf-sur-Mer, il y en a eu 8. À Longuerive, 10. Et à Les Escoumins, 29, pour un total de 95 sorties. Ça, c'est pas seulement des incendies. Là, il peut y avoir des mouchoirs de vie, des fausses alertes. En tout cas, ils ont eu 95 sorties dans la saison. Les événements par municipalité en pourcentage, Colombier, eux autres, ils ont pris 14 du 100% pour les sorties. Forestville, 37 Portneuf-sur-Mer, 8 Longuerive, 11 et les Escoumins, 31 Les effectifs déployés par municipalité, là, c'est ce que la municipalité est capable de fournir en hommes pompiers pour ces événements qui arrivent dans sa municipalité. À Colombier, ils ont fourni 6 des effectifs. Si on compare là, à ce qu'ils ont eu besoin, ils ont eu besoin de 14 mais ils ont été capables d'en fournir 6. Ça veut dire que Forestville sont allés en support pour le manque de 8 qu'il y avait. Nous, Forestville, on a déployé 44 des effectifs. Ça veut dire qu'on a déployé 7 de plus. C'est ce qui confirme là, qu'on est allé aider les autres municipalités. Portneuf-sur-Mer, eux autres, ont 6
La municipalité de Longrive sont égales, eux autres, à 11% chacun. Et puis les Escoumins, 34%, ce qui donne là 100% des effectifs. C'est ce qui confirme que dans la municipalité de Colombier, Longrive et Portneuf-sur-Mer, il manque de pompiers. Mais là, on est en train, je pense qu'on, si je ne me trompe pas, on va, en tout cas, il y a des gens là, qui commencent à s'impliquer dans ces municipalités-là. Ils vont augmenter les effectifs. Donc, plus les effectifs vont être élevés, bien, moins les pompiers des autres casernes vont sortir. Ensuite de ça, j'ai le message de Marie-Pierre Dufour, la préventionniste, là, qui a des choses à recommander à la population. Dans l'accumulation de neige, suite aux accumulations de neige des dernières semaines, le service des incendies vous recommande de prendre des mesures afin d'assurer la sécurité, de vérifier la neige accumulée sur votre propre propriété afin d'éviter les risques d'effondrement. Portez une attention spéciale aux charges de neige sur les toitures voûtées ou arrondies, surtout si ces charges ne sont pas réparties uniformément. Confiez le déneigement des entreprises qui ont de l'expérience et des équipements appropriés. Ça, c'est pour, on parle toujours de toiture, là. Il est également important de maintenir les issues de secours de votre maison bien dégagées. En situation d'urgence, vous devez pouvoir les utiliser pour évacuer votre domicile. Si vous êtes propriétaire d'un immeuble à logement, vous devez déneiger toutes les issues de vos locataires. Dans tous les cas, le déneigement doit permettre un accès jusqu'à la voie publique. Nous désirons vous rappeler que lorsque vous déneigez votre propriété, il est interdit d'ensevelir les bornes d'incendie afin que les pompiers puissent y accéder rapidement. Un déneigement minimal d'1 mètre doit être respecté. Excusez. Avertisseur de fumée, le service des incendies de la ville de Forestville insiste également sur l'importance d'avoir un avertisseur de fumée, de s'assurer que son utilisation est conforme et d'effectuer son entretien en changeant la pile au moins 2 fois par année et s'assurer que celui-ci est fonctionnel. Ça, là, en tout cas, c'est la moindre des choses. Là. Un avertisseur de fumée, ça coûte 10$. Ça peut sauver une vie qui en vaut des... En tout cas, c'est inestimable. Il n'y en a pas de prix. C'est tout pour moi. Merci, M. Foster. Donc, à 6.2, toujours dans le bloc incendie, pour une résolution à accepter la démission de M. Jonathan Canuel, qui faisait partie de la division de Forestville, qui était entré en fonction en 2014. Alors, tout en le remerciant de sa disponibilité, résolution pour accepter sa démission. Proposé, M. Foster. À 6.3, l'engagement de 4 nouveaux pompiers. Donc, sur recommandation du service des incendies, l'embauche de Harris Tremblay et de Marie-Anne Tremblay dans la division de Forestville et de José-Anne Pouliot et de Pierre-Luc Bourassa dans la division de Colombier. Alors, on leur souhaite la bienvenue au sein du service. 4 nouveaux candidats en incendie. Proposition, Mme Gagnon. À 6.4, alors c'est le rapport annuel du service, le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie pour l'année 2016. Le rapport annuel, a été présenté par M. Martin Bouchard, le directeur du service des incendies, et ça a été approuvé au comité de l'entente des 5 municipalités, évidemment concernées. Le rapport a déjà été déposé. Formalité, donc, d'approbation. Monsieur Racine? Oui, je propose. Parfait. C'était le bloc incendie. On passe maintenant aux loisirs et sports. Donc, Madame Lheureux est absente. Je voudrais tout simplement attirer votre attention, et je l'ai vu il y a quelques minutes d'ailleurs dans le journal Haute-Côte-Nord, la programmation de la semaine de relâche. On a une programmation exceptionnelle cette année. Vraiment, je vous invite à en prendre connaissance. Du 24 février au 5 mars, à chaque jour, il y a même plus qu'une activité et c'est très diversifié. On parle de glissade, de hockey, de patinage, de danse. Il y a même une sortie du côté de Sacré-Cœur à la ferme 5 étoiles avec le sirop d'érable. Il y a un magicien, il y a des jeux gonflables. Il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ose espérer vraiment là, que les gens vont y trouver leur passion. Ça mérite, je pense, des félicitations à Véronique Lévesque,
qui est au travail. Donc, elle a fait une programmation, à notre avis, qui est exceptionnelle. Tout est gratuit, sauf atelier de scrapbooking et atelier de peinture sur vaisselle, un coût très, très minime parce qu'évidemment, il y a des fournitures à assumer. Alors, voilà, et donc, je vous invite à regarder sur notre site, sur Facebook, et le journal en a fait une belle mention, une page complète. Donc, voilà. Invitation à tous, parents, enfants, visiteurs, tout le monde, gratuitement pour la semaine de relâche, puis souhaitons que la température soit au rendez-vous. Voilà. Alors, c'est ce que Mme Lheureux vous aurait livré comme message. À 7.2, une soumission pour l'achat d'un camion. Alors, le 18 janvier dernier, à 14h, M. Brochu, directeur général, et Mme Lison Huard, greffière adjointe, en compagnie avec Mme Gina Foster, coordonnatrice au service des loisirs, ont procédé à l'ouverture des soumissions pour l'achat d'un camion pour les loisirs. Donc, on a reçu 2 soumissions. Demel Automobile pour 37 159,74 $ et Clermont Chrysler Dodge Jeep et Ram pour 35 549. La soumission de Demel a été jugée non conforme. C'est l'inverse. Excusez-moi. C'est la soumission de Clermont Chrysler était non conforme. La soumission n'était pas signée et la soumission n'a pas été assermentée par un commissaire. Alors, la soumission jugée non conforme doit être rejetée. Il est donc résolu d'accepter la plus basse soumission conforme, c'est celle de Demel, donc pour l'achat d'un camion 1500 4x4 2017 au montant de 37 159,74 $ plus les taxes. Il est également résolu de m'autoriser, de même que le directeur ou son remplaçant, à signer les documents nécessaires à l'achat de ce véhicule dont le montant est pris à même le budget d'opération, tel que déjà planifié. Alors, on a quand même été retourné vers Clermont Chrysler pour lui signifier, comprendre un petit peu sa non-conformité, puis effectivement, c'est des oublis ou, enfin, erreur de procédure venant du soumissionnaire, puis qui le rend... Commissaire à la surnotation, c'est majeur. On peut pas... c'est ça. On peut vraiment pas... Je propose. Proposer donc l'achat par M. Racine. Alors, là, il y a un camion au service des loisirs là, qui rend l'âme tranquillement. Mais donc, le remplacement était jugé absolument nécessaire. À 7.3, soumission pour des projecteurs pour le terrain de balle. Donc, le 24 janvier à 14h, M. Brochu, Mme Huard et Mme Foster ont procédé à l'ouverture des soumissions pour l'achat projecteur Dell pour le terrain de baseball. On a reçu 2 soumissions, Nedco de Bécomo et Lumen Division Sunpark Canada Incorporé. Donc, Nedco pour 32 unités, le montant 33 375 $ et Lumen 35 348 $. Les 2 soumissionnaires étaient conformes. Alors, on accepte la plus basse soumission, c'est celle de Nedco de Bécomo pour l'achat de projecteurs Dell au montant de 33 375 $ et 68 cents plus les taxes, pris à même le budget d'opération de 2017 tel que planifié. Bien sûr, il y a la pause en su. Ça, c'est l'achat des projecteurs. Proposé par M. Foster. Oui. À 7.4, soumission pour réfection de la piscine. Donc, le 30 janvier, Mme Huard et Mme Linda Ouellette ont procédé à l'ouverture des soumissions pour la réfection de la piscine municipale. Je vous rappelle que nous devons refaire le joint d'expansion de la piscine. Nous avons un seul soumissionnaire, Souci Aquatique Incorporé, au montant de 76 000 $, soumission jugée conforme. Donc, nous acceptons cette soumission de Souci Aquatique pour la réfection de la piscine, au montant de 76 000 $ plus taxes, le montant pris à même le budget d'opération. Le délai donné à la compagnie, c'est que ces travaux-là doivent se faire avant le 16 juin pour ne pas hypothéquer, bien sûr, le début de la saison. Et dans le contrat,
Toute journée de retard occasionnera une amende de 500 $ par jour. Proposé par Mme Gagnon. À 7.5, des travaux pour le parc Charles-Lapointe. Attendu que des travaux de construction de bâtiments de services et d'éclairage ont été réalisés en 2015 et 2016 au terrain du parc Charles-Lapointe pour un montant totalisant 69 029 $ et 89 sous. Attendu qu'il y a lieu de spécifier l'affectation de ce montant au grand livre. Il est donc résolu d'affecter la somme de 69 029 $ et 89 sous au surplus accumulé de 2016. Je propose. Monsieur Racine. C'était donc les loisirs et sports. Au point 8, développement économique maintenant. À 8.1, comité de vigilance Manicouagan Haute-Côte-Nord. Pour ceux qui nous suivent mensuellement, vous savez qu'on a mis sur pied un comité de vigilance de nos deux territoires, Manicouagan et Haute-Côte-Nord, pour travailler particulièrement sur le maintien des emplois dans nos localités et dans nos MRC respectives. Alors, le 2 février, il y a eu une rencontre avec les représentants d'Hydro-Québec. C'est un des dossiers qui a été jugé prioritaire. Donc, avec les représentants d'Hydro-Québec, on a demandé le portrait des postes et le portrait du personnel sur nos territoires. Et nous avons aussi abordé avec eux leurs difficultés de recrutement pour certains postes, particulièrement les monteurs de ligne. Puis, si vous regardez dans le journal local livré aujourd'hui, Hydro-Québec annonce d'ailleurs des postes de monteurs de ligne pour donc assurer le recrutement. Alors, on nous a parlé de problèmes de recrutement. On nous a parlé aussi des problèmes reliés à la mobilité provinciale, des postes affichés qui nous amènent des gens d'un peu partout, qui obtiennent leur permanence et qui repartent, et etc. Donc, c'est, je dirais, le quotidien d'Hydro-Québec et on doit vivre avec ça. Et donc, c'était notre première rencontre pour obtenir un portrait. Pour déclarer aussi à Hydro-Québec qu'on est un comité de vigilance, donc qu'on demande des comptes, on demande à être informé de ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de modification, mais on veut en être informé, on veut participer. S'il y a des problèmes, trouver des solutions pour les conserver, je dirais, le plus de postes et de travailleurs sur nos propres territoires. Pas parce qu'il y aurait des problèmes de recrutement qu'on va voir quitter les postes. On veut travailler avec Hydro sur le recrutement. La prochaine rencontre, la deuxième priorité du comité, c'est les services de santé et les services sociaux. Il y a donc une correspondance qui est partie du comité de vigilance vers le président du CIS Côte-Nord, où nous demandons une réunion dans les meilleurs délais afin d'aborder là aussi le maintien des services, le maintien des emplois et particulièrement les orientations en ce qui concerne Optilab. Alors, on le sait que c'est un sujet brûlant présentement et le comité de vigilance, autant de Manicouagan, Haute-Côte-Nord, et vous avez vu de toute façon même du côté de Sept-Rivières, demande aux dirigeants du CIS de transparence et orientation, donc, que nous souhaitons connaître. Voilà donc pour le suivi de ce comité de vigilance. À 8.2, coquillage nordique. Alors, la nouvelle nous est comme tombée dessus un de ces 4 matins, faillite de coquillage nordique. Alors, c'est Mills Aquaculture est en faillite pour la valeur de 1,5 million et le processus de liquidation des actifs est débuté et devrait donc se dérouler jusqu'en mars, à la fin mars. Donc, il y a un comité de travail rapidement qui s'est mis sur pied, un comité de travail qui regroupe tous les organismes susceptibles d'avoir des programmes ou du soutien pour la relance de l'industrie. Pour nous, donc, M. Marc Pigeon, notre agent de développement économique, est présent. Avec Emploi Québec, la SADC, la MRC, il y a eu un représentant aussi des coopératives pour voir si la formule coopérative serait une formule qui serait intéressante au niveau de la relance. Et j'ai siégé avec M. Desrosiers, le maire des Escoumins, puisque nous sommes les deux municipalités qui ont des bâtiments donc, sur notre territoire. Alors, le projet, l'étude en vue d'un projet de relance ou non,
doit documenter plusieurs secteurs, donc en ce qui concerne l'AMI, c'est-à-dire la quantité de la ressource. On sait que les battures sont de plus en plus polluées. Alors là aussi, il y a un état de situation à faire par rapport à la pollution. Parce que la mie qui est polluée, bien, elle doit passer par un traitement UV qui est à l'usine des Escoumins, les coûts, etc., tout ce que ça peut engendrer, ça fait partie de l'étude. Pour la protection de l'espèce aussi, Pêche et Océan a mis des quotas donc de cueillette, qui deviennent peut-être à ce moment-là des handicaps aussi dans les marchés de la production. On regarde aussi les besoins des marchés locaux, le marché provincial, le marché canadien et même les exportations. Est-ce que la relance de l'EMI, c'est possible? Est-ce que l'usine pourrait relancer avec d'autres produits complémentaires? Ça fait partie des questions. Est-ce que la relance pourrait se faire par un promoteur ou pourrait se faire sur la forme coopérative, où les travailleurs pourraient aussi être des actionnaires? Tout ça est sur la table de travail, mais en vue d'une relance, mais une relance qui soit, je dirais, bien documentée et qui n'est pas une relance pour une saison, une relance qui ait aussi un véritable avenir. Alors, on est à ce rendez-vous-là. Alors, c'est 40 employés en usine, avec une trentaine de cueilleurs qui sont concernés présentement. Alors, nous travaillons très fort dans le dossier et tous les organismes qui pourraient apporter une forme de soutien ou de subvention sont autour de la table au même rendez-vous. Voilà. Au point 9, maintenant dans le bloc de développement culturel et social, je vais laisser la parole à 9.1 à la conseillère, Mme Joanne Gagnon. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Dans le cadre de la Journée de la femme qui va avoir lieu le 8 mars, sous le thème de l'égalité sans limite, la Maison de Midel aura une conférence dont le nom de Mme Marcia Pilote, sous le thème « La vie comme je l'aime », c'est son récent livre qu'elle vient de faire. Si vous avez écouté Deux filles le matin, un matin, elle était là. Tout ça, ça va se produire à l'Econologe à compter de 19h et tout ça, c'est gratuit. Fait qu'on invite encore la population de toute la Haute-Côte-Nord à venir encourager. Ça va être une très belle conférence, encore une fois. Et le Centre des femmes de Forestville aussi, toujours sous le thème de la Journée de la femme, va tenir aussi son activité, celle qui m'inspire. Tout ça, vous allez avoir les informations sur la page Facebook et dans les journaux, dans le journal Haute-Côte-Nord, où il va y avoir des publicités. Merci. Merci, Mme Gagnon. À 9.2, je vous donne l'heure juste concernant la salle de spectacle. Alors, le dossier de la salle de spectacle, je dirais que pour la ville et pour le comité de spectacle, tout ce qui devait être fait est fait. La dernière étape à franchir est dans les mains de la commission scolaire de l'Estuaire. Okay? Et c'est à la ligne d'arrivée. Donc, la commission scolaire est le porteur final du dossier avec le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture. Pour nous, nous avons fourni tout ce qu'on avait à faire comme étape, etc. Et donc, le dossier est à la commission scolaire présentement et des actions sont posées dans le sens, évidemment, d'être gagnant dans ce projet à très court terme. On se rappelle que c'est un investissement de 3 757 000 $. Patrimoine Canada, donc le gouvernement fédéral, est aussi au dossier et est en attente. L'argent est au centre de la table au niveau du fédéral et le fédéral agira au moment où le ministère de la Culture donne son accord, sa signature. Mais l'argent est déjà disponible pour nous. Alors, un investissement de près de 4 millions dans la communauté salle de spectacle Haute-Côte-Nord. J'espère avoir le plaisir de sortir le ruban le plus vite possible. À 9.3, regroupement pour un Québec en santé.
Alors, on nous demande une résolution pour ce regroupement. Attendu qu'il est reconnu que le travail sur des environnements favorables à un mode de vie sain est un puissant levier pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble d'une population. Attendu que le contexte social et politique actuel amène une opportunité de premier plan pour appuyer l'implantation d'environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les municipalités, dont, entre autres, le programme d'infrastructure du gouvernement fédéral dans les projets municipaux. Attendu que la politique gouvernementale de prévention en santé dévoilée en 2016 par le gouvernement du Québec vise comme objectif que 90% des municipalités de 1000 habitants et plus adoptent des mesures afin d'aménager des communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, aux saines habitudes de vie ainsi qu'à la qualité de vie de ses résidents. Attendu que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier plan dans la mise en place d'actions en favorisant notamment les transports collectifs et actifs, l'aménagement, la disponibilité et l'animation de plateaux sportifs, la création de jardins communautaires et de parcs, le soutien à des marchés publics, l'installation de fontaines d'eau, la mise en place de programmes et de services aux citoyens qui vont favoriser de saines habitudes de vie. Il est donc résolu que la Ville de Forestville signifie son appui au regroupement pour un Québec en santé. À cet effet, nous demandons au gouvernement de poursuivre ou d'intensifier les investissements dans la création d'environnements favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécois par l'augmentation de la taxe sur le tabac, contribuant à la diminution du tabagisme, et par l'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées, contribuant à la diminution de la consommation de sucre. D'investir les revenus dans la mise en œuvre d'un plan concerté, ambitieux et mobilisateur qui vise la création d'environnements favorables à l'intégration de saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien de tous les Québécois. Que la Ville achemine une copie de la présente résolution à notre député, Martin Ouellette, au ministre des Finances, à la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse et à la santé publique, Mme Lucie Charlevoix, et au premier ministre, M. Couillard. Donc, demande d'appui venant de toutes les municipalités du Québec à l'égard du gouvernement. Proposé, M. Foster. Municipalité alliée contre la violence conjugale, c'est une résolution. Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sécurité, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Attendu que dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal. Attendu que le Québec s'est doté, depuis 1995, d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale. Attendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité. Attendu que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec et ce sera à chaque année. Attendu que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons de femmes victimes de violences et des maisons membres pour sensibiliser les citoyens et les citoyennes contre la violence conjugale. Il est donc résolu de proclamer Ville de Forestville, municipalité alliée contre la violence conjugale. Et là encore, c'est une demande qui est faite à toutes les municipalités du Québec pour donner une image forte et une demande forte au niveau du gouvernement. Proposé? Messieurs? M. Foster? On passe maintenant au bloc aménagement et urbanisme. Donc, premièrement, c'était le rapport de M. Desbiens. M. Desbiens vous aurait livré le message que nous avons fait une demande, Forestville, comme village relais. Village relais qui doit, semble-t-il, être priorisé par le MTQ, le ministère des Transports, dans l'implantation de bornes de recharge électrique. Alors, nous sommes intéressés donc à implanter les bornes parce qu'il va falloir qu'il y ait éventuellement un réseau de bornes et c'est attractif. Et normalement, les villages relais devaient être priorisés. Notre demande est faite. Le suivi, c'est qu'on est en attente du OK
du ministère des Transports qui nous permettrait un financement 90 %. C'est quand même important comme implantation et comme subvention. À 10.2 maintenant, le rapport des permis de rénovation et de construction qui va nous être présenté par M. le directeur général, M. Brochu. Merci, Mme Anctil. Bonsoir tout le monde. Donc, aucun nouveau permis ont été émis pour janvier 2017 au niveau des nouvelles constructions. Même chose en 2016. Au niveau des rénovations et améliorations, on a émis jusqu'à date 3 permis d'une valeur estimée de 44 000 $. L'an passé, nous avions émis 2 permis pour environ 5 000 $. Si on parle de résidences simples ou des maisons mobiles. Au niveau des commerces, on a présentement un permis pour 76 000 $. Rien l'an passé. Donc, on a 4 permis d'émis jusqu'à date pour 120 000 $. L'an passé, nous avions 3 permis pour 8 000 $ d'investissement ajouté. La semaine dernière, d'ailleurs, j'ai posté très exactement 46 lettres, le rapport des permis de rénovation de l'an passé. Donc, tous les gens qui ont demandé des permis pour un investissement de 10 000 $ et plus, nous leur avons envoyé un petit message de félicitations, de remerciements, de prendre soin de leur propriété et d'investir. Il y en avait de tous les niveaux, mais à partir de 10 000 et plus. Donc, remercier les gens de leur contribution à l'embellissement de la ville, au maintien des bâtiments aussi en bonne forme, etc. Voilà. À 10.3, revitalisation de la première avenue pour un mandat. Donc, il est résolu de mandater la firme Axar pour réaliser les plans de vie du projet de revitalisation de la première avenue. Il est également résolu d'accepter l'offre de service 23-1701-001 du 20 janvier dernier, donc qui est au montant de 21 570 $ plus les taxes applicables. Alors, on se rappelle que c'est un projet majeur de réfection de la première avenue. On est à la finalisation des plans et devis pour réalisation dès le printemps et l'été prochain. Je propose. Proposé par M. Racine. À 10.4, l'Arboriduc. Je dois vous donner l'heure juste de l'Arboriduc. Vous vous rappelez, à la fin de 2016, on a mandaté la firme Axar pour procéder à l'évaluation, donc par des experts en structure. Donc, l'évaluation de notre arboriduc, l'arboriduc qui a été construite dans les années 42 et 43. Alors, il y a une portion de l'arboriduc qui a été rénovée au fil des années. Dans les années 86. Donc, le rapport d'Axar nous dit la partie qui a été rénovée est une partie qui pourrait être conservée, sous certaines conditions, bien sûr, c'est-à-dire qu'il faudrait s'en occuper pour être capable de la conserver dans le temps, avec des travaux particuliers au niveau de l'entretien, mais aussi, par exemple, les végétaux qui poussent en dessous. Donc, il faudrait être très vigilant pour protéger cette infrastructure, mais il est possible d'en protéger une partie à des coûts quand même relativement faibles. L'autre partie, par contre, celle sur laquelle il n'y a jamais eu de réflexion, le rapport est assez éloquent, c'est-à-dire que cette partie comporte des défectuosités sévères qui représentent un danger d'affaissement imminent. Il y a de la pourriture, il y a de l'usure du temps, il y a les pièces qui sont brisées, même qu'on note que certaines pièces qui auraient une apparence extérieure quand même peut-être saine par le cruosote, mais quand on va à l'intérieur et on leur a demandé de vraiment avoir une évaluation en profondeur, donc la présence de pourriture à l'intérieur fait en sorte que toute cette partie-là est donc à refaire si on décide de la conserver. Alors, ce qu'on a demandé à la firme pour aller plus loin, c'est ça coûte combien pour la reconstruire. Donc, la reconstruction de cette partie de l'arboriduc est estimée à 130 000 $ par section de 100 pieds. Il doit s'ajouter à ça les coûts de démantèlement, la disposition, bien sûr, des déchets, la planification du terrain pour refaire l'arboriduc. Le coût total de la reconstruction serait près de 5 millions de $.
Le 130 000 par 100 pieds, ça représente très exactement 4 264 000 Et il faut ajouter le démantèlement, les déchets et tout, et tout. Bon. Alors, c'est important comme dépense, évidemment. Ce n'est pas le chèque sur le coin de la table. Nos agents de développement sont à vérifier est-ce que ce serait sujet à des subventions. On parle de patrimoine. Le ministère de la Culture nous dit c'est comme pas un patrimoine assez vieux. C'est pas un patrimoine qui est reconnu. C'est un patrimoine local qui a de l'importance dans l'histoire de Forestville, mais c'est pas reconnu au sens du ministère de la Culture et des subventions. À titre d'exemple, en Haute-Côte-Nord, la seule infrastructure reconnue par le ministère de la Culture, c'est la petite chapelle de Tadoussac, sur laquelle on parle même de sépulture autochtone, etc. Fait que vous comprenez un petit peu l'ampleur. Donc, le seul fonds qui pourrait nous aider, c'est qu'il y a un fonds qu'on appelle pour les petites collectivités, dont le financement le plus élevé est à 66 %, donc 2/3 de la somme. Donc, le total, ça pourrait nous rapporter un 3 millions à peu près. Donc, évidemment, voici, donc, nous avions promis dès le début de l'année, Axar avait dit, on va vous livrer le rapport, de même que les coûts, et on avait dit à la population, dès qu'on l'aura, on va vous faire connaître les coûts. Et pour le moment, c'est que pour nous, on est en train de voir l'avenir de cette infrastructure, qui fait partie de l'histoire de Forestville, mais qui représente une dépense de 5 millions. Voilà. Alors, on y reviendra, évidemment, à très court terme sur le sujet avec vous. Dans le point 11 maintenant, en développement touristique, donc le rapport du conseiller, M. Desbiens. M. Desbiens voulait tout simplement rappeler et inviter la population au Boréal Lopette en fin de semaine. Vous pouvez chausser vos skis, mais vous pouvez aussi être là pour supporter ceux qui les auront mis à l'accueil, au départ. Puis si vous voulez, comme bénévole, l'organisation a toujours besoin de bénévoles. Donc le Boréal Lopette, samedi prochain. Dans le bloc d'administration, maintenant, à 12.1, dans le rapport administratif, 2 éléments. Alors, je dois vous dire que la Ville s'inscrit présentement dans tous les programmes d'embauche pour les étudiants au cours de la prochaine été. Habituellement, on obtient des subventions pour des étudiants en travaux publics, pour le camp de jour, la piscine, le bureau d'accueil touristique. Alors, on est toujours dans la même séquence. On espère effectivement avoir des subventions et donner une expérience de travail à nos jeunes, aux étudiants au sein de la Ville. Au niveau administratif aussi, nous avons débuté la négociation en vue du renouvellement de la convention collective de travail. La négociation est débutée, évidemment, sur les causes normatives. Il y a toujours le normatif, après ça, il y a le financier. La convention est échue depuis le 1er janvier 2016, donc depuis plus d'un an. Et donc, la négociation est en cours présentement. Voilà. À 12.2, l'approbation et le paiement des comptes. Alors, les comptes sont aussi déposés, avec les factures qui sont ici en présence, sont déposés aux membres du Conseil à la réunion de travail qui a eu lieu, donc hier soir, toujours le lundi précédent la réunion. Les comptes sont vus ligne par ligne, afin d'être dispensés aussi d'en faire la lecture intégrale. Si ça vous convient toujours, mesdames et messieurs, donc approbation des comptes. Madame Gagnon. Parfait. À 12.3, les autorisations de déplacement, donc des déplacements qui ont déjà été effectués, mais que nous devons donc par résolution vous déposer. Donc, le 31 janvier, M. Brochu s'est déplacé à Bécomo pour représenter la Ville à la Régie du logement pour le recouvrement d'un terrain de Maison Beaumille non payé. Le 31 janvier aussi, M. Marc Pigeon, l'agent de développement, s'est déplacé aux Escoumins pour une rencontre à la MRC Haute-Côte-Nord et à la SADC, qui d'ailleurs était pour coquillage nordique. Donc, ratification de ces déplacements. M. Racine. À 12.4, des demandes d'aide financière. Alors, on a 4 organismes qui nous demandent de l'aide financière.
Le Boréal Lopette, donc son activité annuelle samedi prochain, donc notre contribution serait de 1 000 à l'organisation. Le Festilive Desjardins qui prépare sa 17e édition. Chaque municipalité, on nous demande 100 pour permettre aux écrivains de se déplacer vers nos écoles primaires et polyvalentes. Alors, notre contribution à Forest de la ville serait de 100 pour le déplacement donc, des écrivains. L'organisme Nourris ton cerveau, qui fait une activité de financement annuelle, on nous demande un abonnement de 3 mois à la salle d'entraînement, qui deviendra un prix parmi les participants. Et l'Ordre du mérite Nord-Côtier, qui prépare sa 36e investiture, qui aura lieu à Sept-Îles au début du mois de juin. Et on a des citoyens qui seront reçus donc, de l'Ordre du mérite Nord-Côtier. Alors, nous donnerions un montant de 50 $. Donc, c'est 4 organismes par résolution. Madame Gagnon. 12.5, le service de carte Desjardins. Il est résolu de demander à Service de carte Desjardins de nommer M. Daniel Brochu, directeur général, à titre d'administrateur, en remplacement de l'administrateur inscrit au compte. Il est également résolu d'autoriser Mme Linda Ouellette, technicienne en administration, à titre de contact, afin d'effectuer les opérations nécessaires au compte pour et au nom de la ville de Forestville. Je propose. Régulariser les personnes au compte. Monsieur Racine. À 12.6, une demande de Golf et Loisirs Forestville. Attendu que Golf et Loisirs Forestville ont fait une demande d'exemption de taxes auprès de la Commission municipale du Québec. Attendu qu'en vertu de l'article 243.23 de la loi sur la fiscalité municipale, la Commission municipale du Québec doit consulter la Ville afin de connaître son opinion à l'égard de cette demande d'exemption. Attendu que la Commission municipale du Québec a transmis une copie de la demande de Golf et Loisirs Forestville et que celle-ci a été soumise aux membres du Conseil lors d'une séance de travail. Il est résolu d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville de Forestville ne formule aucune opposition à la demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes soumise par Golf et Loisirs Forestville pour leur immeuble situé au 40 Première Avenue. La Commission va donc faire son analyse et rendre son verdict dans les règles de la loi. Proposé par M. Foster. À 12.7, le programme d'assurance pour les organismes à but non lucratif. Brièvement, je vais vous dire, c'est que notre assurance de l'UMQ au niveau des villes permet que des organismes à but non lucratif soient assurés à même cette assurance. Okay? Cette couverture. Les organismes complètent un formulaire, c'est l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pardon, qui détermine s'ils sont admissibles, fixe leur montant de prime et la Ville charge à ces organismes la prime qui les concerne. Mais on doit procéder par résolution. Attendu que des organismes à but non lucratif œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la municipalité ont de la difficulté à trouver de l'assurance de dommages à un prix abordable, compte tenu du risque qu'ils encourent ou font encourir. Attendu que l'Union des municipalités du Québec, en partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique d'assurabilité et afin d'aider ainsi les organismes sans but lucratif. Attendu que l'Union des municipalités procédera sous peu à un appel d'offres public pour les municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les organismes et que ceux-ci pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages directement auprès du courtier ou de l'assureur identifié. Il est donc résolu que le conseil municipal autorise la Ville de Forestville à faire partie du regroupement pour lequel l'Union des municipalités procédera sous peu à un appel d'offres publiques en vue d'identifier un courtier ou un assureur pour offrir une proposition d'assurance aux organismes reconnus par la municipalité. Que le Conseil reconnaît, aux fins de l'appel d'offres qui sera lancé, les organismes suivants. Donc, ça concerne l'Académie de danse de Forestville, l'Association québécoise de défense des droits des retraités et pré-retraités, les Chevaliers de Colomb, 31-17, le club de curling de Forestville, le club Le Plein d'Air de Forestville, le club La Trotte de Forestville,
le comité de spectacle, l'école de musique, golf et loisirs Forestville, la Ligue de bal Haute-Côte-Nord et la table locale de concertation des aînés de la Haute-Côte-Nord. Par résolution, Je propose. M. Racine. Et je le rappelle, donc, les organismes paient une prime qui est fixée par l'UMQ et non pas par la municipalité, selon leur déclaration de couverture que chaque organisme doit compléter. À 12.8, un mandat pour recouvrement de comptes à recevoir. Il est résolu de mandater Mme Lison Huard, greffière adjointe, à rencontrer les contribuables pour prendre des arrangements concernant les paiements de taxes ou location de terrains de maisons mobiles. Il est également résolu de l'autoriser à signer pour et au nom de la Ville de Forestville tous les documents nécessaires au recouvrement de taxes ainsi que les comptes à recevoir. Elle peut donc signer des lettres certifiées, elle peut faire une entente de paiement de taxes, entente de paiement pour location de terrain lorsque c'est des maisons mobiles, signer les procédures de recouvrement auprès du huissier et les procédures de recouvrement auprès de la régie du logement. Autorisation, donc, proposée. Madame Gagnon. Au point 13, dans les actes législatifs, à 13.1 pour un règlement d'emprunt. Donc, c'est un avis de motion, le règlement d'emprunt qui concernerait les travaux de revitalisation de la Première Avenue. Le conseiller, donc M. Richard Foster, donne avis de motion de la présentation lors de la prochaine séance du Conseil d'un projet de règlement décrétant un emprunt pour la revitalisation de la Première Avenue. Les travaux consistent donc à réaliser une promenade entre la 14e et la 8e rue, de l'aménagement paysager par des plantations végétales, la construction d'une halte avec un module urbain et module d'interprétation, éclairage, d'ambiance, etc. Donc, avis de motion donné par M. Foster. Ceci met fin donc à notre ordre du jour, qui était assez volumineux ce soir, plusieurs suivis de dossiers. On va passer à la période de questions, donc en priorité au niveau des journalistes. Martine, j'aurais une question au point 12.6, évidemment, concernant l'exemption de taxes de golf et loisirs Forestville. Oui. Je présume que si le conseil municipal a produit un projet de résolution, c'est que vous auriez pu peut-être vous opposer à cette demande-là. Est-ce qu'il fallait que golf ait l'approbation de la municipalité avant d'aller de l'avant auprès de la commission municipale du Québec? Oui, la commission demande, comme on l'a vu dans la résolution. Toutefois, le pouvoir de la Ville, c'est-à-dire l'approbation que donne la Ville, c'est que la commission, golf envoie à la commission toute sa demande, hein, il remplit son formulaire, etc. Et nous, la commission nous envoie le dossier qu'on doit valider si les informations que Golf et Loisirs a marquées dans son formulaire nous apparaissent être conformes. C'est cette validation-là qu'on fait. Oui, on les connaît, oui, c'est les bons administrateurs, on voit que leur rapport financier, enfin, tous les documents sont présents. C'est là que nous, on dit, on ne s'oppose pas, c'est-à-dire que ce que nous avons vu dans le dossier nous apparaît être tout à fait conforme. Maintenant, la commission, elle, va faire son travail au sens de la loi. Elle a des règles, elle a une réglementation formelle qu'elle va appliquer dans l'étude. Alors, même si nous, on a dit le dossier est conforme, ça ne veut pas dire, la commission peut dire oui comme peut dire non, parce qu'elle a ses propres règlements. Okay. Alors, voilà la nuance. Est-ce que c'est un nouveau programme de la commission municipale? Non. Parce que ça fait... OK. Non. Donc, Un organisme peut demander à la commission municipale, c'est prévu dans la réglementation, donc peut demander une exemption de taxes en remplissant tout un dossier, en faisant état. Habituellement, les organismes à mission humanitaire peuvent être exemptés de taxes. On en a sur le territoire qui sont exemptés de taxes par leur mission de service à la population. Alors, Golf et Loisirs, tout organisme peut se prévaloir de cette demande à la commission et c'est ce que Golf et Loisirs va faire. Et la commission est indépendante dans sa décision. Et vous en avez déjà sur le territoire qui sont exemptés de taxes? Oui, oui. C'est ça, exact. OK. Ce sera tout pour moi. Merci. Ça fait plaisir. À la population maintenant. Avez-vous des commentaires, des questions, M. Tremblay?
J'aurais l'arboriduc dans Oui. votre rapport, le démantèlement du ce qui n'est pas bon. Avez-vous eu un montant qui pourrait être. Non. Le prix du démantèlement? Non. On a le prix de la reconstruction. Pour reconstruire, Axar est allé vers deux entreprises, pas en soumission, on n'est vraiment pas là, mais est allé vers deux entreprises pour à peu près évaluer, c'est-à-dire une entreprise qui dit si je bâtis sur place, ça ressemble à quoi? Puis l'autre entreprise, c'est si je bâtis en usine et que j'installe sur place. Finalement, Axar nous dit, quel que soit en usine ou sur place, ça coûte à peu près entre 125 à 130 000 par 100 pieds. Doit s'ajouter à cette facture-là, comme je l'ai dit tantôt, exactement de 3 millions quelque chose, doit s'ajouter le démantèlement, la planification du chantier, hein, du terrain pour remettre une nouvelle infrastructure, le disposer du bois, le bois qui est pourri, mais qui est cruauseté, fait qu'on ne peut pas en disposer de n'importe quelle façon. Puis on ne connaît pas, on n'a pas estimé. On le sait qu'il y a des beams d'acier, il y a du fer, hein, il y en a quand même passablement. Quel est l'état? Qu'est-ce que ça pourrait rapporter? Est-ce qu'il pourrait y avoir preneur pour des beams d'acier? Alors, notre première partie, c'était d'avoir l'état de l'infrastructure. La deuxième, le coût de reconstruction. Puis là, on essaie de voir si on pourrait avoir de l'aide financière avant d'aller plus loin. Mais ça n'inclut pas, donc, le démantèlement, la disposition des déchets, etc. C'est pour ça que de 4 millions 300 000 à peu près, c'est pour ça que j'ai déclaré que ça approcherait le 5 millions, en incluant ces coûts-là dont on n'a pas les coûts réels. Alors, c'est un enjeu important, c'est un investissement de beaucoup de sous. On en a pas, il y a certains citoyens qui en ont... Parce que là, on a mis, tout de suite avant les fêtes, on a tapissé l'arboriduc de panneaux « danger, danger, danger », parce qu'effectivement, ça peut s'effondrer. Et bien sûr que là, il y a beaucoup de citoyens qui nous ont posé des questions, qui nous ont fait des représentations. Les gens sont tous très sensibles au fait que c'est un patrimoine, c'est l'histoire, mais c'est une histoire de 5 millions. Alors, il faut qu'on y réfléchisse, puis qu'on regarde les scénarios, puis qu'on va consulter la population avant de prendre cette décision-là. Ça appartient à la population et c'est votre argent. Alors, on en est là, M. Tremblay. Si vous avez des conseils à nous donner, des recommandations, nous les entendrons avec plaisir. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de fuir de bruit. On étudie le dossier en profondeur. Voilà. D'autres questions, mesdames et messieurs? Ceci met fin donc à la rencontre. Je vous dis toujours qu'en tout temps, nos bureaux sont ouverts. Il nous fera plaisir. Si vous avez d'autres questions, il n'y a pas que l'Assemblée mensuelle. Nous sommes au bureau tous les jours. Il nous fait plaisir de répondre à toutes vos préoccupations, questions, commentaires. Soyez bien à l'aise. Clôture de la séance, donc sur proposition de M. Foster. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est toujours un plaisir d'avoir des gens qui sont avec nous dans la salle. Aux citoyens à la maison, au mois prochain. Merci beaucoup.